Bonjour et bienvenue à tous dans le 23e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy. et nous sommes ravis de vous retrouver en cette période de fête. C'est votre cadeau de Noël cet épisode, hein. Donc joyeux En Noël à tout ceux qui cas, célèbrent joyeux Noël. et à ceux qui célèbrent pas, joyeux férié, joyeux repos. Mhm, mhm. Et pour tout le monde aussi, joyeuses retrouvailles en famille, Inch'Allah, hein, si c'est Ouais. le cas. Et Et pour ceux qui n'aiment pas trop cette période, que Dieu vous accompagne parce que c'est pas toujours facile. vraiment. On s'est dit cette fois-ci qu'avant de commencer, il fallait que on redéfinisse certaines choses parce qu'il y a eu un Ah, peu, ça. on a eu écho d'un peu de confusion là par rapport Mhm. à un de nos termes fétiches. Le camp de la sorcellerie. Voilà, le camp de la sorcellerie. Tous les OG, comme on dit, savent de quoi on parle, ils savent de quoi il s'agit, mais je Mhm. me dis que pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter tous les autres épisodes dans le passé, on allait peut-être vous réexpliquer ce que c'est que le camp de la sorcellerie, parce qu'en aucun cas, on ne pense à des sorciers, vrai, des marabouts, des gens avec des potions magiques ou quoi. C'est un Et type en aucun spécifique cas, on pense de que c'est au personnes. Sénégal qu'on va aller les trouver, les sorciers. Vraiment, à tous les Sénégalais qui ont mal pris que j'en revenais chercher la sorcellerie chez eux lorsqu'on cherchait des histoires à enregistrer pendant que j'y étais, ce n'est pas le cas. Donc, En tout Meggy, cas, oui. est-ce que tu penses avoir les mots pour expliquer ce que c'est que le camp de la sorcellerie? Ouais, ouais, je peux tenter. Alors, donc, rien à voir, comme dit Aïssata, avec la sorcellerie, les marabouts, c'est vraiment rien. C'est plutôt que dans notre communauté, pour les OG de What is Love podcast, on a eu des gens qui ont vécu des histoires d'amour rocambolesques dignes de films d'horreur avec des disciples de Satan. C'est ceux qu'on appelle le camp de la sorcellerie. C'est des gens qui vous ont fait vraiment souffrir sans état d'âme. Vous avez vécu la hesse totale avec ces gens. Ce sont des disciples de Satan, des sorciers et des sorcières. Et c'est ce qu'on appelle le camp de la sorcellerie. Et la rue est remplie Ah, de gens ça, qui font partie du camp de la sorcellerie. vraiment. C'est les gens qui font des choses où, en fait, tu sais même pas par où tu vas commencer par essayer d'expliquer pourquoi ils ont fait des choses aussi pas gentilles, en fait. À ça, à ça. Donc, On c'est ça, s'assoit, on essaie de comprendre, on ne comprend pas. exactement. Et donc, c'est même pour se battre contre ce phénomène que nous avons lancé la Ligue anti-sorcellerie, Amen. que nous allons, on va passer à notre deuxième Ligue anti-sorcellerie, là, tout de suite. Exactement. Mais avant qu'on passe à la situation du jour qui nous a été soumise, ceci est un rappel pour vous de continuer de nous soumettre vos dilemmes, vos situations, etc., pour qu'on puisse vous Mhm, servir mhm. de partenaire de pensée dans ce que vous Ouais, ouais. traversez. Donc, le lien est dans notre bio Instagram. Et si vous avez du mal à trouver le lien ou quoi que ce soit, écrivez-nous sur Instagram ou personnellement, si vous savez là où nous trouver Mhm, personnellement, et on vous enverra le lien. mhm. Sur ce, je me lance à la lecture du dilemme du jour. D'accord. Alors, l'ex de la personne avec qui je suis, slash j'étais, entre parenthèses, c'est compliqué, et je peux comprendre que c'est vraiment compliqué, mais je reprends. Donc, l'ex de la personne avec qui je suis, j'étais, parce que c'est compliqué, s'est suicidé, sachant qu'il a mis fin à leur relation et s'est mis avec moi. Aujourd'hui, il culpabilise, s'est éloigné de moi et il est très peiné par cette perte. Je me demande donc comment agir. Est-ce qu'une relation est envisageable dans ces conditions? Point d'interrogation. Mhm, mhm. Donc, Je pense qu'il faut réexpliquer à ça parce que moi-même j'étais perdue. Mais si en tes propres mots tu pouvais réexpliquer quoi, parce que tu m'as bien réexpliqué. par exemple, bon, c'est pas grave, je vais me prendre comme exemple, God forbid, je touche du God bois, forbid Dieu est mon it. sauveur. Mhm, Disons que je me mets avec quelqu'un et ce mec, en fait, son ex s'est suicidé. Et donc, mhm, mon gars, en ce moment, mon nouveau gars, il est vraiment dans tous ses états, il est peiné, il s'éloigne de moi, etc., parce que son ex s'est suicidé. Et limite, il se sent un peu coupable du suicide de son ex, peut-être parce que il pense que c'est la rupture qui a causé ça, ou peut-être c'est quelqu'un qui était déjà fragile mentalement, on ne sait pas. Et donc, moi, aujourd'hui, j'écris à What is Love, et je dis bien moi, entre guillemets, hein, c'est l'exemple que je donne, pour demander mhm. comment agir dans cette situation et est-ce qu'une relation est envisageable dans ce genre de conditions. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. D'abord, Yako, vraiment désolée. Ça doit pas être une situation facile à vivre pour les deux. Et j'ai beaucoup de questions. Euh,
La première étant, est-ce que ce partenaire a pu être ouvert par rapport à pourquoi est-ce qu'il pense que son ex s'est suicidé? Est-ce qu'il pense que ça a tout pris à voir avec la rupture ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Ça pourrait expliquer aussi pourquoi il sent le besoin de se retirer du coup de cette nouvelle relation. Si la rupture fait partie de toute la raison ou si est-ce que sa partenaire avait d'autres soucis avant, psychologiquement, de dépression, Est-ce Ouais. que la personne qui nous écrit peut se situer là-dessus? Après, je me dis que si c'est bon, si c'est même compliqué que son partenaire s'ouvre par rapport à ça, ce qui est compréhensible, je pense que seul le temps peut nous dire ce qui est possible pour les deux par la suite. Je pense que si le suicide est récent, euh, une pause est nécessaire. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que du coup il y a deux layers Mhm, dans cette question. Il y a déjà le fait que dès la première phrase, c'est la personne avec qui je suis, j'étais, c'est compliqué. Donc il y a déjà beaucoup de mhm, complications à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut déjà essayer de mhm, voir qu'est-ce qui faisait que c'était compliqué de base avant de rentrer dans les affaires mhm, de suicide. Mais mhm. j'ai envie de dire c'est difficile parce que dans les trucs de suicide là, en vrai, toutes les personnes en général qui étaient proches du ou de la défunte ont tendance à Mhm. culpabiliser, à se dire qu'ils Ouais. auraient pu faire plus et qu'ils font partie de la raison pour laquelle la personne s'est ôté la vie. Mhm. Et je pense que ça Ouais. prend un travail, c'est un long processus en fait, de Mhm. pouvoir travailler sur soi et puis de comprendre en fait que at the end of the day, à la fin de la journée, on n'est pas, euh, on n'est pas responsable en fait des décisions que les autres Mhm. prennent sur leur vie. Et aussi Ouais. dur que ce soit, aussi dur que ça peut être de comprendre que peut-être qu'on a joué un rôle, peut-être qu'on n'a pas joué un rôle, mais c'est la personne qui a pris cette décision à la fin. Donc ça peut pas être à Mhm. cause de toi que quelqu'un euh, a décidé de Mhm. sauter la vie. Et c'est dur d'atteindre ce niveau-là. Donc je me dis, en faisant ce travail-là, moi je sais pas si la personne sera apte à gérer toute une nouvelle relation, surtout si c'est une relation qui n'est pas encore Ouais. établie et puis vous apprenez à vous connaître, etc. Si c'est nouveau, je pense que ça peut être dur à gérer. Donc, Mhm. Mhm. moi, je dirais, sois là pour la personne, écoute la personne, crée un espace safe de conversation, mais ce serait bien Sans d'enlever forcer la les conversation. organes Ouais, et de sans te dire forcer que, la conversation. oui, sans forcer la conversation et puis Mhm. sans Mhm. attente du fait que ça doit déboucher en une relation entre vous deux, en fait. Parce qu'à l'heure, là, la Ouais, personne est en ouais, deuil et a besoin de gérer son deuil et ouais. sa culpabilité. Ah, Donc, si tu ça. peux être là pour lui dans ce sens-là et puis te dire que tu peux Mhm. mettre tes désirs de relation de côté le temps que la personne gère ça, je pense que Mhm. Mhm. c'est ce qui peut, c'est ce qui peut aider. Et Mhm. puis, parce que la seule personne, en fait, qui peut répondre à est-ce qu'une relation est envisageable, c'est l'autre personne. C'est l'autre personne qui sait s'il a la capacité mentale ou pas de rentrer dans une relation en ce moment pendant qu'il gère son deuil. Mhm. Mais Mhm. c'est Ouais. chaud. Ouais. Ah, ça, c'est pas facile du tout. Ouais. En tout cas, good luck. Good luck, good luck. Bonne chance. Et puis, on reste disponible pour continuer d'en parler, même offline, si nécessaire. Oui, 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 c'est nécessaire. Et du coup, là, on rentre on va vous introduire l'histoire de l'épisode. C'est Noël, donc on s'est dit qu'on allait faire ça dans la douceur quand même. Ouais, ouais. Donc, on vous offre une jolie histoire d'amour. Il n'y a pas de sorcier aujourd'hui. En tout cas, il va falloir que tout le monde, en fait, construise une relation saine avec l'amour. Chaque fois que vous venez nous demander la sorcellerie, même si c'est la sorcellerie que vous voulez, là, accrochez-vous, écoutez l'épisode, c'est mignon. Un peu de mignoncité en dans la tout vie quand cas, même. chaque jour la sorcellerie, chaque jour la violence. You know? Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire, en tout cas. Je pense que ça m'a poussé à m'ouvrir. Ouais, À ouais. m'ouvrir à des options peut-être que je n'aurais pas considérées dans le passé. Ça a fait du bien de voir quelqu'un qui a décidé de tester quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément testé et de voir à quel point ça Mhm. a marché aussi joliment. Et ça, moi, j'ai juste cette question en tête. Quelles sont les relations qu'on met de côté qui auraient pu être magnifiques parce qu'on a dans nos têtes une idée figée de Mhm.
ce à quoi l'amour devrait ressembler et ce à quoi nos partenaires devraient ressembler? Vraiment, vraiment. Mm. Franchement, bonne question. Les filles, les gars, retournez dans vos archives. Mhm. Réfléchissez tous les gens Mhm. que vous avez mis sur le teco parce qu'ils ne correspondaient Mhm. pas à certains de vos critères. Pas des critères en termes de valeur et tout, hein, mais quelquefois des critères plutôt superficiels. Mhm. Peut-être Mhm. que c'est là-bas que votre personne vous attend, hein. Mhm. On Mhm. sait The jamais. girlies hate to hear it. The girlies hate it. They hate it. Mais en même temps, je pense que de la même manière, genre, il y a souvent le débat de est-ce que tu peux être avec quelqu'un avec qui tu n'es pas attiré. Il te faut un minimum Mhm. d'attirance envers Mhm. la personne. Mais si Ouais. c'est quelqu'un que Ouais, tu n'as ouais. juste pas considéré du tout parce que tu as dit que, ah, moi, je veux un gars, je sais pas moi, qui a le visage rond, lui, son visage est carré, donc c'est bon, je l'écoute pas. Tu penses qu'il y a des vrais... Est-ce que ça, c'est un vrai truc? Non, c'est C'est pas un vrai vrai que... truc. Le truc que j'avais choisi, j'allais dire, je veux un gars qui fait 1 mètre, je sais pas combien, mais il fait 1 mètre 50. Mais Mhm. j'ai l'impression que Mhm. les petits gars, c'est toujours eux qui prennent les balles perdues. Ouais, ils prennent des balles perdues, Ils hein. prennent Ouais, toujours des balles perdues. Donc, je me suis dit, ils viens, on prennent des va aller balles sur des perdues. choses fictives. Visage Ouais, carré, ouais, visage ouais. rond, wesh. Non, mais il y a des gars qui sont comme ça. Et moi, je sais que moi, je l'ai été. Par exemple, et genre, si tu vas dire, genre, ses mains sont pas trop, elles sont pas assez grandes ou des trucs comme ça, tu vois, genre, ça montre pas que, genre, il peut me soulever ou un truc du genre, tu vois. Hum, Bon, hum. dans la jeunesse, surtout, tu te dis, en fait, non. On élimine rapidement les gens par rapport à des critères qui sont, à la fin, euh, des fois, ça ne compte pas pour grand-chose à la fin. Et des critères même qui sont même pas à leur niveau, hein. Si le gars est petit, si son visage est carré, si, je sais pas moi, c'est vraiment, il peut rien y faire. Absolument Vraiment rien. rien y faire. Mais bon, je Mais dis ça, c'est mais important, comme tu dis. Ouais, vraiment, hein. Comme tu dis, c'est important d'être attiré aussi à la personne parce que après, peut-être que tu donnes à la personne une chance, mais tu peux pas dépasser le fait que, en fait, tu le trouves pas attirant. Et ça aussi, c'est valide, en fait. je pense que la clé ou le fond de ce qu'on dit, c'est d'essayer. Parce que du coup, si tu Ouais, essayes et qu'à un moment donné, tu exactement. arrives à passer au-delà de ça parce que tu découvres que la personne est Exact. géniale sur plein de points, génial, tu auras essayé. Mais Ouais. si tu sais que tu n'es vraiment, vraiment pas attiré par la personne, c'est un problème, tu auras essayé aussi. Mais c'est dommage de juste se fermer la porte dès le début. Et c'est valide. C'est important de dire que c'est valide parce que ça ne. Je pense que pour celles qui décident que bon, elles ont essayé, bah non, ça ne les rend pas plus superficielles ou quoi. C'est juste que c'est pas à ton goût, c'est pas à ton goût. Ouais, et puis à des fois, tu dis, OK, bon, ça Mhm. se trouve, c'est vraiment important pour moi, donc la prochaine fois, je ne compromettrai pas. Et puis voilà. Ouais, ouais, Mais totalement. bon, je dis ça là, je pense que c'est à moi-même que je suis en train de parler parce que je parle là, mais bon. Je vais essayer d'être ouverte aussi, il n'y a pas de problème. Euh, En tout cas, c'est une très belle histoire et ça, on se pose de questions importantes, intéressantes, dont l'une d'entre elles, qu'est-ce que nos anciennes relations nous ont laissé? Comme, c'était quoi le mot que tu avais utilisé? Comme séquelles? Comme c'est qu'il Et moi, par exemple, en l'écoutant, je me suis beaucoup reconnue dans... Quand tu guéris de tes relations précédentes, les colères par lesquelles tu peux passer, je me suis reconnue dans ça. Et aussi, on pourrait parler des heures sur comment se guérir avant de rentrer dans une autre relation. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que malgré qu'elle avait toujours besoin de se guérir, on ne peut pas se guérir entièrement avant de rentrer dans une autre relation, ce qui est souvent le conseil que j'ai détesté recevoir. Mhm. Tu peux guérir jusqu'à un certain niveau, mais des fois on te dit oui, si tu n'es pas complètement guéri, c'est comme si ça te rendait invalide en fait à une autre Ouais, relation qui peut ouais. même elle venir guérir en fait Ouais, une et puis je pense partie. qu'il y a des aspects de toi, de ta personne, de tes traumas auxquels tu peux pas avoir accès tant que tu n'es pas dans une relation. Donc tu peux penser Exactement. être guéri, et c'est quand tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre que tu vas réaliser que tu as encore des traumas, des séquelles à tel niveau, et tu n'aurais Mhm. pas pu réaliser ça tout seul en fait. Exactement. Donc, Exactement. en tout cas, écoutez ce bel épisode. On vous souhaite que la même chose et encore plus. En tout cas, Ouais. amen. Bonne écoute. Post-Covid, je sortais d'une très longue relation qui avait peut-être pas été ce que j'aurais espéré. Et
Je pense que je suis quelqu'un qui aime les relations. Même si c'est quelque chose qui va pas durer, j'ai toujours besoin de me construire avec quelqu'un et d'en apprendre, en fait. Je veux juste en apprendre d'une relation, que ce soit amicale ou même si c'est un flirt qui dure ou quelqu'un que je vais fréquenter pour 2 mois, j'ai besoin qu'on ait un investissement, même si c'est pour 2 mois. Peu importe où ça va nous mener. Donc, je pense que j'ai toujours été dans cette optique-là. Et sortant de cette relation, j'ai eu Covid, où il y avait peu de rencontres en vrai. Donc, j'ai dû me mettre aux applications et puis j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que j'ai l'impression que les discussions restaient très en surface, il n'y avait pas de suivi, il y avait un manque d'engagement. Donc j'étais sur le point de me retirer des applications. J'avais eu quelques succès, j'avais fréquenté quelqu'un, je pense, pendant 6 mois avant. Donc je pense que l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, c'est que j'étais vraiment pas dans une démarche de chercher quelqu'un. Donc quand, je pense que c'était sur Hinge, je pense qu'il m'a liké et j'ai regardé son profil et c'est pas le type de gars vers lequel je vais en général. Mais pour être très honnête, de toute façon, je lui ai dit, hein, j'ai eu ma période avant où j'étais avec des gars qui étaient beaucoup plus petits que moi, beaucoup plus fins. Et puis là, j'étais dans une période où tous les gars que j'ai fréquentés étaient très musclés, très grands, imposants. Je sais pas pourquoi j'allais vers ce genre de gars à ce moment-là. C'était vraiment une période de ma vie. Et puis lui, il était grand, mais il était très mince. Physiquement, c'est peut-être pas forcément juste le corps que je regardais, mais le charme. Moi, j'aime bien voir le charme. Je le trouvais mignon, mais j'étais pas sûre. Et je me suis dit, c'est quoi tes critères? Est-ce que c'est vraiment juste le physique? Parce qu'à ce stade-là, le physique, c'est plus, pour moi, c'était plus vraiment important, en fait. J'avoue que j'ai pas répondu, j'ai pas été très responsive. Je répondais tous les 2, 3 jours. Mais c'était vraiment pas dirigé vers lui. Je pense que c'était la période où j'étais un peu dégoûtée de tout ce que j'avais vu dans les applications. Ensuite, il m'a vu. On était partis dans la même terrasse et j'ai vu quelqu'un qui me regardait et j'étais, je pense, même pas à 2 mètres de lui toute la soirée, mais je l'ai jamais regardé. Donc, je pouvais pas savoir que c'était lui. Et je pense que le lendemain, je lui ai répondu sur l'application après 2, 3 jours et je lui ai répondu et il m'a dit, ben, j'ai vu une fille qui était à telle terrasse hier. Est-ce que c'était toi? Je dis, ben, je suis assez franche, parfois je suis peut-être un peu trop rentre dedans et je lui ai dit, écoute, si tu as vu, ça veut dire que c'était moi. Si tu penses, donc, parce que tu m'as vu en photo, si tu m'as regardé, ça veut dire que c'était probablement moi. Et ensuite, je lui ai donné mon Instagram et je pense que c'est là que ça a commencé au bout de 2 semaines. Là, je me suis dit, je vais vraiment m'investir. Et quand je lui ai demandé son Instagram, j'ai demandé à mon amie de regarder son Instagram avant. Elle me dit, mais il y a une fille, il y a une petite fille dans ses stories. Je lui dis, ben non, je sais sur Hinge, c'est un critère que je choisis ou que je regarde en premier si la personne a des enfants. Fait que je l'aurais vu. Elle me dit, ben je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça doit être sa fille. Et je revais sur l'application et je vois que j'ai manqué cette information qui était là. Et là, je me pose des questions parce que je me dis, bon, j'ai commencé à discuter avec lui et ça, c'est pour moi un critère où je suis pas sûre de vouloir rentrer dedans. Mais j'ai passé outre. Puis là, on a commencé à discuter et avant qu'on se rencontre, on a parlé une semaine ensemble et là, il était très, très transparent sur toute sa vie. Il m'a dit, voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, voilà les circonstances, sans que je lui demande. Donc, je pense que ça m'a un peu perturbée d'avoir autant d'informations d'un coup et peut-être pas même des informations qui le mettaient ça le desservait complètement. Bah, donc, c'était compliqué. Pour moi, j'étais vraiment perdue, mais je me suis dit, c'est un des critères que je recherche chez quelqu'un, la transparence et l'honnêteté. Ce que j'avais pas vraiment eu dans le passé. Et je suis très transparente aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je pense que les sujets qu'il a abordés qui m'ont peut-être fait peur. Premièrement, ouais, ça a été son passé amoureux, ou même son passé tout simplement. En fait, on n'a pas du tout le même background, si je peux dire ça comme ça. Son background de l'enfant, ça m'a pas fait peur, mais j'ai eu beaucoup de questionnements sur le fait, est-ce que à long terme, ça va pas revenir sur la table, sur la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a grandi, ça laisse des marques et que est-ce que ça va pas revenir sur nous, sur notre couple à un moment, sur sa personne même en fait, comment il va réagir, comment ça a l'impact dans son quotidien. Ça, c'était plus une inquiétude.
peur, ben, écoute, il m'a raconté toute son histoire avec la mère de sa fille, donc les bonnes choses, les mauvaises choses, les très mauvaises choses, comme qu'est-ce qu'il a fait, tout- toutes les situations possibles, du début jusqu'à la fin, toutes les disputes, tout. Il a dit, je vais te prendre une soirée, je te raconte tout comme ça. Je veux que tu saches qui j'ai été. J'ai été cette personne. Il y a plein de choses dont je ne suis pas fière, mais j'ai passé à autre chose maintenant. Et le fait aussi que ça faisait pas longtemps, enfin pas longtemps, il avait déménagé, ça faisait peut-être 1 an qu'ils étaient plus ensemble, mais ça, il avait déménagé, je pense, 7 ou 8 mois avant. Donc ça me rassurait pas forcément. Et puis, je voyais que c'était pas forcément les meilleures relations qu'il entretenait avec elle au début. J'étais très stress-free à cette époque-là, là. J'avais tellement vécu de stress dans ma vingtaine, de relations qui n'étaient pas saines. Là, je me suis dit, non, je retombe pas dedans. Mais bon, après tout, pour oser dire ça à quelqu'un aussi rapidement, c'est qu'il y a une volonté de dire, OK, je t'ai dit maintenant, je te laisse le choix et je comprends si ça te fait peur ou si c'est trop, mais je te l'ai dit au moins. Donc, j'ai jamais eu de surprise, en fait. Dans notre relation, j'ai jamais eu de surprise, même si, écoute, elle en question a essayé de me dire des choses, j'ai dit, mais je sais déjà, tu vois. Donc, ça a été, je pense, ça a trop aidé. Trop, trop aidé. Je pense que je lui avais proposé le vendredi d'aller le voir, d'aller le rencontrer. Puis finalement, ça marchait pas parce qu'il avait sa fille, mais j'ai mal compris. Je me suis dit qu'il voulait que je vienne le voir parce qu'il pouvait pas bouger de chez lui. Donc je me suis dit, voilà, encore les gars de Montréal qui sont pas sérieux, qui veulent engager juste des choses pour quelque chose de pas sérieux ou juste pour une nuit. Et lui, c'est après que j'ai compris qu'en fait, il pouvait juste pas bouger de chez lui. Et le lendemain, il me demande si je veux aller bruncher. En fait, le dimanche où on doit aller bruncher, à 30 minutes, il dit qu'il a rien réservé et on est en plein Covid. Que ben, les femmes, vous savez ce que vous voulez. Donc, juste réserve, choisis quelque chose. Et là, je me suis dit, OK, le gars, il est vraiment pas sérieux. J'ai été à 2 doigts d'annuler. Et mon amie, elle me dit, non, non, laisse pas, c'est pas grave. Va trouver quelque chose. Donc, je suis allée un peu dans un esprit un peu. J'étais pas très contente, mais je me suis dit, écoute, faut rester ouverte, faut pas juger la personne pour des petits trucs. Et puis là, on est parti bruncher, ça s'est super bien passé. On a bien discuté, mais j'en pensais pas plus que ça. Il voulait qu'on reste un peu plus ensemble, mais moi, j'ai dit que j'avais des choses à faire. Et le soir même, en fait, j'avais eu un contrat de samba. Et j'ai repensé à lui et je me suis dit, bon, peut-être que c'est le temps d'aller vers d'autres choses. Tu repars toujours sur les mêmes personnes, c'est le même trio, quatuor que tu as fréquenté dans ta vingtaine, c'est toujours la même chose que tu vas revoir, donc va vers autre chose. Et je l'ai texté en ayant peur peut-être de ce qu'il allait penser. Je me suis dit, mais on est dimanche soir, il va trop penser que je veux venir chez lui pour faire des trucs et tout. Mais bon, laisse-moi me lancer. Je vais lui demander s'il est disponible. Et finalement, on a parlé toute la soirée, il m'a encore dit tout sur sa vie. Donc ça, je pense, ça a été la transparence et son honnêteté, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et j'ai fini par passer 3 ou 4 jours chez lui. On a tout fait ensemble pendant 3 ou 4 jours. Ouais, je crois que je suis rentrée mercredi soir chez moi. Le lundi soir, on est sortis, on a passé du temps, toute la journée, on se baladait. Et puis à l'époque, j'étais dans un rythme 4 jours off, 4 jours on. Donc j'avais mes 4 jours off que j'ai passé avec lui. Voilà un peu l'histoire de notre rencontre, mais rapidement, au bout de 2, 3 semaines, on avait déjà parlé genre de mariage, Comme je pense qu'on était sûrs tous les deux, mais on voulait pas peut-être se faire peur. Mais c'est des sujets qu'on a abordés. Ensuite, je me suis rendu compte que il avait sa fille la moitié de la semaine, c'est-à-dire du mercredi au samedi, et que nous, on se voyait le reste du temps. Et que pendant ces 4 jours, j'avais presque pas de nouvelles de lui. Et je lui ai dit, vu comment ça va vite, je veux pas te faire peur, mais que j'ai besoin de savoir si ton tout me plaît. Je veux pas être dans ma ligne de miel juste avec toi, tout se passe bien. Puis si au bout de, je sais pas, 6 mois, je rencontre ta fille, je me rends compte que ben, ce quotidien me va pas ou il y a quelque chose qui fonctionne pas, comment on fait? Donc je pense qu'il a eu un peu peur au début, il s'est dit mais c'est rapide, tu sais, je l'ai jamais présenté à quelqu'un et tout, mais j'essaie de le rassurer, mais lui dire que si on est aussi sûr et on est aussi rapide avec toutes nos discussions qu'on a eues jusqu'à date, je pense que c'est important que je vois ces deux côtés de toi. Donc il a accepté, j'ai rencontré sa fille. C'est sûr que je pense qu'il
à l'époque, bah, ils avaient une relation très fusionnelle, ils l'ont toujours, hein, mais que bah, c'était juste eux deux. C'était juste eux deux tout le temps. Donc, ça a été au début, moi, j'étais dans une phase d'observation. Et elle était très petite, je pense elle avait même pas encore, elle allait avoir 4 ans. J'ai observé, puis je me suis dit, ok, ça a l'air sain, il s'en occupe super bien, il est tout le temps avec elle. Donc, ça m'a aussi rassurée. Puis, je devais aller à Abidjan et il est ivoirien, mais ce voyage était prévu avant que je le rencontre. Donc là, il me dit que ben, vu que tu vas à Abidjan, je vais te donner des affaires pour déposer à ma famille. Je lui dis, ben, pas de problème, je vais m'en occuper. Et là, il me dit, ben, j'aurai des choses pour ma sœur, puis tu vas donner ça à ma mère. Je vais lui dire que tu es mon ami, et comme ça, tu pourras lui donner. Je lui ai dit, non. J'ai dit, je te mets aucune pression, mais je rencontrerai pas ta mère en tant qu'amie. Voilà, je sais pas faire du faux, je sais pas jouer de rôle. Puis pour moi, c'est pas honnête de faire ça, même s'il y a rien en soi de méchant, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc soit tu lui dis, ou soit je donne les choses à ta sœur. Il n'y a pas de problème, ça fait juste 2 mois qu'on se fréquente, il n'y a pas de pression, mais j'irai pas te voir ta mère si elle sait pas qui je suis. Donc il a réfléchi, puis il lui a dit finalement qu'on se voyait, qu'on était ensemble. J'ai demandé l'aide de la mère de mon ami pour aller la voir parce que c'était un peu impressionnant. Au début, je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce que je suis folle d'aller faire ça? Je vais dans un pays, en plus, c'est la première fois que je vais à Abidjan, même si, bon, c'est pas comme si je suis pas familière aux cultures africaines, mais pas forcément celles de l'Ouest, parce que moi, je suis d'Afrique centrale. Donc, moi, je suis chrétienne, camerounaise, martiniquaise, donc des cultures peut-être qui sont un peu plus very loud. On s'impose beaucoup. C'est des cultures complètement différentes. Puis lui, il est ivoirien et musulman. Donc, ça, c'est deux choses sur lesquelles je me posais des questions parce que j'avais jamais fréquenté quelqu'un qui était musulman. Donc, ça aussi, c'était de me demander qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce que j'attends de lui par rapport à la religion. Donc j'ai beaucoup, beaucoup hésité avant d'accepter d'aller voir sa mère, parce que sa famille, pour moi, ça traduisait déjà un esprit de sérieux, d'aller voir une maman à l'étranger, mais je me suis dit, si j'y vais pas maintenant, je sais pas si j'aurai une occasion de la revoir, et je pense que je vais faire confiance à mon instinct. Donc je suis partie la voir, ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle était très contente, elle m'a vraiment bien accueillie. Elle m'a fait faire des tenues. J'étais un peu surprise de cet accueil-là au bout de aussi peu de temps, mais vu que j'étais sûre de moi, ça m'a fait plaisir et je me suis dit, je pense que c'est un conseil que ma sœur m'avait donné à l'époque et que j'ai gardé, que la belle famille où tu vas, c'est presque aussi, voire plus important que la personne que tu maries. Parce que j'ai eu des belles familles qui étaient différentes, mais c'est très important de voir comment la famille fonctionne, comment la famille va te traiter, comment eux, qu'est-ce qu'ils attendent de toi. Parce que parfois, on va pas se mentir, dans nos cultures, il y a de grosses attentes sur la belle-fille. Il faut qu'elle aille above and beyond pour tout, pour se prouver tout le temps, pour faire plaisir. Donc, moi, là, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal avec. Je pense que la différence de religion, c'est bizarre, mais ça n'a jamais été vraiment un problème. On en a beaucoup discuté. Je pense que le secret de tout, et particulièrement de différence de culture, ça a été la communication. On a eu des heures et des heures et des heures de discussion dessus. Et je pense, contrairement aux autres relations aussi, j'ai, dès le début, mis la table sur ce que je suis, ce que je suis prête à compromettre ou à par amour. Et pour moi, ce qui est c'est ce qui fait partie de moi, donc c'est des choses sur lesquelles je ne ferai pas de compromis. Donc ça a été important, je pense pour lui aussi et pour moi. Donc rapidement, je lui ai dit, tu m'as rencontré, je suis quelqu'un qui fête, je bois pas à outrance, mais je bois. Est-ce que c'est un problème pour toi? Je suis quelqu'un qui est assez libre dans ma façon de m'habiller. Je m'habille pas non plus d'une manière extravagante, mais j'aime m'habiller de ces manières. Est-ce que c'est un problème pour toi? Est-ce que tu veux que je me convertisse ou pas? Est-ce que ce sera un deal breaker pour toi? Et comment tu vois nos enfants? Comment tu vois? Est-ce que tu veux que nos enfants soient musulmans? En fait, toutes ces questions-là, j'avais besoin de les savoir et comment lui, il les perçoit, en fait. Et je pense que j'ai eu un bon exemple parce que ma sœur aussi est mariée à un musulman. Ça m'a donné un bon exemple de voir qu'est-ce qui est vraiment important dans le compromis de religion.
Pour moi, tous ces aspects superficiels, finalement, comme j'ai cité au début, c'est pas le plus important, mais c'est de voir est-ce qu'on est vraiment sur la même base, est-ce qu'on voit l'éducation de la même manière. Pour sa maman, je sais pas si elle a peut-être senti ça en moi, mais elle m'a tout de suite dit que peu importe si tu es jaune, si tu es blanche, si tu es chrétienne, si tu es peu importe, moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous soyez dans le respect de l'un l'autre et le respect de la famille. C'est tout ce que je demande. Donc, elle l'a exprimé elle-même, elle me l'a dit plusieurs fois. Donc, j'ai compris que ça allait pas être un frein ni un obstacle pour sa famille, ni pour lui. Et ça, honnêtement, ça n'a pas vraiment été un de nos plus gros sujets de débat. C'est ça, ensuite, donc, ça m'a rassurée. J'ai vu ses sœurs, j'ai vu sa mère. Et là, j'ai commencé à pouvoir me projeter. C'est bizarre, mais c'était très rapide, hein. Je pense que ça faisait peut-être 3 mois quand je suis rentrée à Montréal. Et il y avait des amis à lui qui s'étaient plus âgés, qui nous disaient, ah, pourquoi vous vous mariez pas? Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites pas ça? J'ai dit, attends, pardon. Même si on est sûr, on va prendre notre temps. Donc, je pense que, encore une fois, beaucoup de discussions parce que j'ai décidé de retourner à l'école. Je venais le voir de temps en temps, mais j'avais encore mon chez-moi. Je pense que la question d'habiter ensemble est quand même arrivée très tôt parce que on n'habitait pas à côté, un peu aux opposés à Montréal. Donc, j'étais toujours avec ma valise. J'avais besoin parfois de retourner chez moi et d'avoir mon espace parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi et j'avais pas envie de sacrifier ça. Donc, j'ai vraiment mis l'emphase sur le fait que j'ai besoin de mon espace. J'ai besoin d'être moi et que tu m'acceptes moi avec tout ce qui vient et que toi, je t'accepte. Qu'on est deux êtres différents, mais qu'on va se... Même si on est très quand même fusionnel puis on aime faire beaucoup de choses ensemble, on a vraiment chacun ses vivre et laisser vivre. T'as tes passions, t'as ce que tu aimes faire, puis je te laisse vivre tout ce que te fait du plaisir, même si c'est parfois moi, ça peut me mettre, peut-être ben, moi je vais rester seule ou ça va pas me plaire parce que j'avais prévu autre chose, mais fais-le parce que c'est pour toi, c'est ton bonheur avant tout. Je pense que la partie la plus difficile et sur laquelle j'ai eu beaucoup de challenges au début de notre relation, c'est les habitudes que j'ai traînées en fait de d'anciennes relations qui étaient pas saines, où il y avait beaucoup de mensonges. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, la toxicité, mais c'était vraiment le cas, hein. C'était vraiment le cas et je suis restée dedans dans cette relation parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup au fait de se battre pour une relation, de rester coûte que coûte. Et j'ai appris que finalement, j'ai appris beaucoup de leçons, qu'il y a beaucoup de choses qui sont des no-go. J'ai été en relation toute ma vingtaine, de 20 ans à presque 28 ans. J'ai enchaîné 2 relations sans break, là. Ça s'est entremêlé, là, les deux. J'ai eu une relation d'1 an et demi et j'ai eu une relation de quasiment 6 ans. Et j'ai fini, le Covid est arrivé quelques mois après. Donc, ça a été la tempête dans ma tête de faire le healing, mais en même temps de dealer avec ce qui se passe dehors. Il n'y a pas beaucoup de gens disponibles qui veulent sortir parce que c'est encore très... Tout le monde a peur. Donc, c'est un moment où je suis seule. Et ça, là, ça a été très, 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 très difficile. Extrêmement difficile même. J'étais encore, je pense, que j'avais pas encore guéri. Et ça aussi, ça aurait pu beaucoup affecter notre relation parce que j'avais pas guéri mon ancienne relation encore. Donc, il y avait beaucoup de choses que j'assimilais, que je comparais dans ma tête. Ah, mais ça, c'est différent parce que c'était ma seule relation, longue relation que j'ai vraiment eue, qui était récente. Donc là, et je pense que dans la colère, parfois on ne se rend pas compte que la dernière phase de la guérison, c'est de se pardonner à soi-même. L'avant-dernière, c'est encore tu es dans la colère. Puis une fois que tu as passé ça, mais tu es en colère en fait parce que tu sais que tu as accepté des choses qui n'étaient peut-être pas acceptables ou qui t'ont pas servi. Et juste après cette relation, j'ai eu une toute petite relation, je pense, de 8 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est comme si dans cette relation, je devais quémander de l'affection. Et j'ai l'impression qu'au tout début de notre relation, j'ai traîné toutes ces croyances que j'avais ou toutes ces blessures que j'avais eues. Donc, je cherchais le conflit. Je cherchais à trouver quelque chose qui n'allait pas. Dans tout ça, honnêtement, je suis heureuse qu'il n'ait pas cédé ou qu'il n'ait pas trouvé un moyen de se dire, bon, bah écoute, c'est compliqué, elle est peut-être pas prête. Moi, je me retire de tout ça parce que je l'ai poussé. Je l'ai repoussé. Beaucoup.
ça m'a pris du temps à me dire, mais ok, si tu veux aller dans cette direction, tu peux continuer, mais vous n'allez pas aller loin ensemble et tu vas peut-être manquer quelque chose dans ta vie qui aurait pu être un bonheur absolu parce que tu as cette habitude-là du conflit, c'est dans le conflit, il faut que ça soit passionné, mais la passion, c'est le conflit, c'est tous les émotions extrêmes. Et là, d'avoir des émotions très linéaires, c'était nouveau pour moi. Et c'était pas facile à accepter. Parfois, je me suis dit, ah, mais au tout début, je me disais, mais moi, j'ai envie d'encore, tu sais, ça, c'est pas assez excitant, il n'y a pas assez de déchirement, d'amour, de passion. Et heureusement au bout de quelques mois, je me suis rapidement redressée parce que ça aurait pas été, c'était pas joli à voir, mais je pense que le fait que j'ai été transparente au début et je lui ai raconté tout ce qui m'est arrivé, il a compris mes réactions et il les a pas prises personnellement, mais il m'a accompagnée dans cette transition-là. Et ça, là, je pense que ça fait partie aussi des choses qui ont fait que j'ai compris ses intentions envers moi. Coucou, ici Aïssata. Petite interruption rapide parce qu'on sait que vous n'avez pas l'habitude de nous entendre en plein milieu des histoires. Mais on voulait vous donner un tout petit peu de contexte sur la suite. Parce que les musiques de transition, c'est bien, c'est pas mal, mais bon, le contexte, c'est toujours mieux. Alors là, nous avons demandé à notre invitée de nous éclairer un tout petit peu sur, selon elle, qu'est-ce qui aurait attiré son partenaire, sur quoi est-ce qu'il a flashé. On comprend à travers son histoire que ça a été une sorte de coup de foudre et un amour très fusionnel dès le départ. On sait ce qu'elle a apprécié chez son partenaire, mais nous étions curieux de savoir ce que lui, il a vu en elle. Je sais qu'il m'a dit que quand il m'a rencontré, j'étais pas là pour le conforter dans ses idées. Je le challenge, ou je le challengeais, je le challenge encore beaucoup. J'hésite pas à lui dire quand c'est bien, quand je suis contente ou quand j'apprécie ce qu'il fait pour moi autant que quand je lui dis là, je pense que t'as pas pris la bonne décision, mais je le laisse toujours décider pour lui. Je suis jamais là à lui imposer des choses, à lui dire non, ça c'est quoi, c'est n'importe quoi. On a toujours des discussions très... Le ton n'est jamais monté. Je pense que ça aussi, c'était, ben, pas en comparaison, mais à ses anciennes relations où c'était très very loud, beaucoup de disputes, beaucoup de confrontations. Nous, on a très peu été dans la confrontation. On a toujours essayé de comprendre comment l'autre se sent. Donc, il m'a dit que ça a aidé beaucoup à ce que je sache ce que je veux, en fait. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est ça par rapport à ta mère, je n'arrive pas à la voir. Et au début, il voulait venir chez moi. Je lui ai dit, non, il n'y a jamais un homme qui est rentré chez moi à part mes deux copains. Même si j'ai fréquenté des gars, c'était dehors. Ils sont jamais rentrés chez moi. Donc, va falloir que tu attendes, que je sois sûre que chez moi, c'est mon lieu sacré. Je comprends maintenant tout ce qui est, tout ce qui est autour des énergies. Puis chez moi, là, je sais que quand les gens sont rentrés chez moi et puis ils n'avaient peut-être pas des bonnes intentions, des bonnes énergies, ça reste. Donc, je lui dis, donc tout ça là, il s'est dit, mais attends, elle là, parce que je pense que il m'a dit, écoute, il y a beaucoup de femmes, et moi je dis, moi aussi j'étais comme ça, je veux me prouver, à l'époque, je veux prouver que je peux cuisiner pour toi rapidement, ça fait 2 jours qu'on se connaît, mais je vais cuisiner pour toi, je vais t'arranger quelque chose, je vais montrer mon côté wifey, ce que j'ai fait, hein, je l'ai fait aussi. Mais là, j'étais là, non, ok, on va mettre les choses en place, puis j'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, la preuve là, c'est juste moi qui cuisine, ça me fait plaisir. I love that. Mais au début, je veux pas te montrer que you are my everything. C'est qu'on va apprendre à se connaître, je t'apprécie beaucoup, mais il y a mes limites. Il y a qui je suis, c'est comme ça que je suis. On va tourner, toi aussi, c'est comme ça que tu es, mais ça, il m'a dit qu'il a aimé que je mette carte sur table et que je sache qui je suis et je compromets pas certaines choses juste pour lui faire plaisir. Je m'étais beaucoup oubliée avant à tout faire ou à tout accepter pour plaire. Là, je dis, je vais pas lui plaire, je vais être moi-même et voir si c'est quelque chose qui lui convient ou pas. Donc voilà un peu. Et puis je pense que je l'ai présenté à ma sœur, qui est comme ma deuxième maman, en peut-être 5 mois into it. À mon beau-frère aussi, ça s'est bien passé. J'ai commencé à en parler à ma mère, puis j'ai commencé à en parler à mon père. Quand je le dis, ça paraît un peu, dans ma tête, ça paraît un peu fou.
Au bout de 6 mois, je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un et que j'aimerais en parler. Bon, je pense que lui, ça lui a fait un peu un choc parce que dans sa tête, j'ai encore 15 ans. Il était au Cameroun, j'ai attendu qu'il rentre, qu'il se repose, puis que là, je lui en ai parlé. Et ben, rapidement, il voulait parler à mon père pour savoir s'il nous donnait sa bénédiction. Ça s'est fait rapidement, mais je pense que mon père a dit, écoute, tout ce qui est les choses occidentales, demander la main, ça c'est vous entre vous, ça. Moi, à la limite, même si tu m'avais pas demandé, c'est pas grave. Tout ce qui importe, c'est vraiment tout ce qui est plus la dot, les mariages traditionnels et tout. Donc, par la force des choses et beaucoup de complications, on n'a pas pu voyager. Donc, ça, c'est comme si ça nous retenait beaucoup dans nos projets. Parce que tout ce qui est dot et mariage traditionnel doit se faire au domicile du père, absolument. Donc, au bout d'un moment, j'ai vu que les choses n'avançaient pas, puis que nous, on ne pouvait pas voyager ensemble. Donc, j'ai fait la demande à mes parents de venir ici. J'avais déjà demandé une première fois, mais mon père était vraiment pas d'accord. Et ensuite, on a trouvé une alternative. Vu que ma sœur est mariée, le domicile de son beau-fils, c'est chez son fils. Donc, il a le droit de le faire là-bas. Donc, on a trouvé. J'ai beaucoup demandé à mes parents, donc je suis vraiment contente qu'ils aient compris le sérieux, genre, de ma démarche. Je pense qu'ils ont vu que déjà on était fiancés, je pense, au bout de 8 mois. Donc, ils ont vu que par les appels, par ma façon d'être, que j'étais heureuse et que j'étais bien dans ma tête. Donc, je pense que ça a facilité, et ma mère aussi a facilité les choses. Je pense comme dans tout foyer, la mère, parfois, elle, elle tire un peu les choses quand elle voit que ça avance pas, elle le bouscule un peu parce que, écoute, mon père, il est d'une autre génération, vraiment. Donc, même s'il est très ouvert, c'est difficile parfois de venir dans une modernité qu'on leur impose un peu, alors que eux, c'est pas comme ça qu'ils ont grandi. Ok, toute dernière interruption. Mais pour finir, nous lui avons demandé pourquoi les choses ont avancé aussi rapidement. Et voilà ce qu'elle nous a dit. Je pense que c'était un enchaînement de choses où on était très alignés et je pense que c'est venu avec l'âge parce que tous les deux, on a reconnu que dans nos relations précédentes, on n'avait peut-être pas cette maturité où on était avec des partenaires qui n'ont pas forcément fait sortir le meilleur côté de nous-mêmes et que là, ben, on était tous les deux prêts en fait. Je pense on s'est dit, écoute, moi, je suis prête, donc faisons marcher les choses, mettons l'effort, conscient que chaque jour, je me réveille, même si tu m'énerves, même si tu m'as frustrée, je dois être comme consciente que chaque jour, j'ai pris cette décision d'être avec toi et que ben, si on va vers le chemin du mariage, c'est dans cette perspective-là qu'on doit être. Je ne vais pas commencer à agir comme dans un mariage une fois que je suis mariée. C'est des habitudes qui se créent. Pour moi, l'amour, c'est la base de tout. Je crois vraiment au fait que, mais peut-être qu'il y a, pour certaines personnes, la solitude, je dirais romantique ou amoureuse, leur convient. Mais je pense qu'à un long terme, on a tous besoin d'amour d'une certaine manière, que ça soit peut-être amical, mais moi, je le vois plus de manière romantique. Euh, cette vie, je pense pas qu'elle est faite pour traverser toutes ces épreuves ou tous ces moments de bonheur seul. Moi, c'est un peu ma vision de l'amour. L'amour, pour moi, c'est très générique comme mot, mais ça a une place très importante dans ma vie. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.